Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Droit de réponse. Le principe de l'émission, vous le connaissez déjà, mais pour ceux qui nous prennent à l'instant, sachez qu'au cours des 90 prochaines minutes, nous allons échanger autour de 3 sujets. Premièrement, la situation, la crise à la SOCAM qui a pris une nouvelle tournure. Nous essaierons de comprendre le débat juridique autour de la double nationalité d'Ndedi et Yango. Ensuite, que se passe-t-il au sein de la nomenclatura et dans les administrations publiques de notre pays en attendant le nouveau gouvernement qui tarde à venir? Le pays fonctionne-t-il au ralenti? Et enfin, on va revenir sur la prise et même la libération d'otages qui semble être devenue une affaire, un business au Cameroun, puisqu'on signale que l'argent du négociateur, celui-là qui avait permis la libération du prélat français, aurait été détourné. On parle d'un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi déroulées les articulations de cette autre édition de Droit de réponse. Et pour en parler, nous avons un panel assez intéressant ce dimanche. Maître Charles Tunga, bonjour. Bonjour Pascal. Ancien bâtonnier au barreau du Cameroun, merci d'avoir répondu à cette invitation. Moi, je vous remercie de me recevoir une fois de plus dans votre célèbre émission. Soulé Onoyolo, bonjour. Bonjour Pascal. Journaliste au quotidien Le Messager, il faut dire que c'est la première fois que vous prenez part à ces débats. Oui, ajouté aussi conseiller à la direction de publication. Merci de m'avoir invité et je pense que comme c'est la première fois, j'ai dû faire le déplacement pour venir voir. Je découvre un très beau studio et j'espère que nous saurons faire un bon débat. Merci de m'avoir invité. Nous l'espérons également. Suzanne Kalalobe, bonjour. Bonjour et merci d'avoir mis une cravate bleue. Ai-je encore besoin de vous présenter? Bien sûr. Okay. On ne sait jamais. Il y a des gens qui me connaissent connaissent du pas. Conseil national de la communication, également Journaliste. de la nouvelle expression. Merci d'être des nôtres. Il faut également noter qu'on aura Maître Emmanuel Pensi, qui fait partie du conseil de Ndedi et Yango. Mesdames, messieurs, en attendant donc de rentrer dans le vif des sujets qui nous intéressent au cours de ce programme, je vous permets de revenir sur l'actualité de la semaine telle que traitée par la presse. Et c'est un exercice que effectue ce dimanche Flavien Valondongo. Bonjour. Bonjour Étienne Pascal, bonjour à tous les téléspectateurs et bien sûr les panélistes. Donc cette semaine, la crise à la SOCAM a donc fait la une de quelques quotidiens. Donc la Nouvelle Expression a titré sur la question et fait savoir que l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, dans une correspondance, a confirmé la double nationalité de Ndedi et Yango qui fait problème à la SOCAM depuis son élection comme président du conseil d'administration. Pour la Nouvelle Expression, donc les documents présentés au ministre de la Culture attestent le contraire. Le ministre des Arts et de la Culture a reçu un mandat l'instruisant d'engager des poursuites à l'encontre du prince des montagnes pour faux et usage de faux. Ajoute donc la Nouvelle Expression cette semaine. Que se cache-t-il derrière cette cacophonie? Pour mutation, les avocats d'Amatou Toumouna ont porté plainte contre Ndedi et Yango. C'est donc une contre-attaque, telle que le souligne Mutation. Le conseil de Amatou Toumouna, avec à sa tête Maître Charles Tungan, a confirmé lors de la conférence de presse tenue à Yaoundé que l'artiste Yango sera traduit en justice. C'est donc une affaire à suivre. Affaire à suivre parce que Maître Irène Ntetmen soutient Mordicus que Yango est bel et bien camerounais, preuve à l'appui. Le conseil d'Ndedi et Yango a utilisé les colonnes de Le Messager pour répondre à son collègue Maître Charles Tungan qui estime que Ndedi et Yango auraient fourni de faux documents. Et puis autre sujet qui fait jaser également depuis le mois de décembre dernier, c'est la fièvre du remaniement ministériel. Europe Plus fait savoir que les ministres sont éprouvés par l'attente du remaniement. Et cela est une épreuve de nerfs pour ces derniers. Le bi-hebdomadaire explique que ce n'est pas le fait de perdre leur poste qui inquiète certains membres de l'équipe de Paul Biya actuelle, mais c'est le fait de se retrouver dans l'une des 36 cellules du secrétariat d'État à la Défense qui donne la fièvre à cela. Entre-temps, l'œil du Sahel précise que les vrais ministres de Paul Biya sont ressortissants du Grand Nord
Et il devra d'ailleurs s'appuyer sur ces derniers pour refaire son gouvernement. La preuve, chaque membre du gouvernement du Grand Nord s'est donc battu pour faire un bon score dans sa localité lors du double scrutin municipal et législatif passé. Mutation de révéler que Grégoire Owona a choisi ce moment de panique des ministres pour faire l'autopsie de son département ministériel. Pour le quotidien, le constat donc alarmant et donc lenteur administrative, absentéisme et corruption gangrènent le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Mutation ajoute que le ministre Grégoire Owona a suspendu la cérémonie de présentation des vœux dans son ministère pour cette année 2014, sans doute à cause du mauvais constat fait. Le Popoli, pour sa part, ne se gêne pas et fait savoir simplement que le remaniement ministériel aura plutôt lieu en mars prochain et surtout devra connaître une compression haussière de son effectif actuel. La raison évoquée par le journal satirique est que la tenue de la session parlementaire de mars prochain. Toujours cette semaine qui s'achève, la question de la libération des otages a fait aussi la une des quotidiens. L'opinion de se demander si cette opération est devenue un nouveau business pour certaines autorités camerounaises. Pour Mutation, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui a donc géré la manne financière destinée à la libération des Français enlevés. Par la suite, donc, l'opération a donné lieu à des trafics divers, ajoute Mutation. Le même journal fait savoir que de hauts gradés de la police ont été sanctionnés. Le délégué régional à la Sûreté nationale pour l'extrême nord et le commissaire spécial Damchidé ont été gardés au secret pendant 3 jours avant d'être redéployés. Mutation relève qu'ils sont soupçonnés d'avoir détourné des fortes sommes d'argent dans le cadre de la transaction qui a conduit donc à la libération des otages dans l'extrême nord. L'enquête se poursuit pour déceler les vrais auteurs. Et puis, Étienne Pascal, voilà un peu ce que la presse a réservé pour nous cette semaine, surtout concernant les sujets qui seront débattus dans le cadre de cette autre édition de Droit des réponses. Merci à vous, Flavien Valondongo, et à dimanche. Et nous rentrons à présent de plein pied dans le premier sujet qui nous intéresse au cours de droit de réponse, à savoir l'actualité autour de la SOCAM. Alors, Suzanne Kalalobé, vous venez de suivre cette revue de la presse faite par Flavien Valondongo. Est-ce que la presse cette semaine nous a permis enfin de voir un peu plus clair autour de cette situation qui dure et perdure même au sein de la SOCAM? Non, pas du tout. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est polarisée sur le jeu des acteurs et les acteurs aujourd'hui se positionnent sur un plan exclusivement juridique alors que le problème de la SOCAM est un problème de fond et structurel et qui n'est pas simplement lié à la personnalité de Ndédié Yango ou même à la question de sa double nationalité. Je pense que c'est dommage qu'une question aussi importante soit enfermée dans un juridisme ou un formalisme qui ne nous apporte rien. Ensuite, je crois que la question de la double nationalité évoquée pour essayer de pénaliser Ndédié Yango est une question de société importante. Quelques éditorialistes et parfois certains journaux se sont attardés sur ce problème-là, parce que c'est un vrai problème, à savoir qu'un Camerounais qui n'a jamais renoncé à son identité culturelle, mais qui administrativement a un autre titre, papier, se voit dépouillé de cette identité. Non, vous aurez souhaité qu'on donne davantage la parole aux spécialistes, aux experts pour Non, je pense qu'il faut élargir le débat à la fois sur la question de la SOCAM, question de fond. Quelle est cette société de droit d'auteur qui ne marche jamais et qui, à chaque fois qu'on croit qu'elle est arrivée à un niveau, bien, elle est bottée en touche? Ça, c'est une question. L'autre question, c'est quelle est cette société qui pénalise des Camerounais qui ont travaillé et qui continuent à travailler pour leur pays au nom du fait qu'ils ont une autre nationalité administrative. Donc je pense que la presse aurait pu faire œuvre utile en agitant ces deux idées-là. Voilà, Maître Charles Tchungan, je crois que votre nom a été mentionné lors de cette revue de la presse. Est-ce que vous avez l'impression que ça a été fidèlement retranscrit, votre pensée ou alors votre point de vue par rapport à cette situation, en attendant qu'on revienne au fond même de ce qui fait problème à la SOCAM? Je ne pense pas. Moi, je ne suis pas saisi d'un dossier comportant un débat sur la double nationalité. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de cela. Il y a plein de Camerounais qui ont la double nationalité, qui travaillent, qui exercent au Cameroun, même dans mon propre métier. Vous avez des Français, vous avez qui travaillent au Cameroun. Le problème n'est pas là.
Il se trouve que la République du Cameroun a réservé un certain nombre de fonctions à des nationaux exclusifs. Pour ce qui est de la SOCAM, il s'agit du poste de président et du poste de vice-président. D'où vient-il donc que l'intéressé se soit présenté au mois de juillet 2009 à notre ambassade à Washington DC avec un passeport américain, dont si vous voulez je vous donner le numéro tout à l'heure. Il a sollicité un visa de touriste de 3 mois pour venir au Cameroun. Et arrivé au Cameroun, son visa a expiré. Au mois de décembre, il se présente au Sénat à Yaoundé pour demander le cadre national d'identité. Et en octobre dernier, lors de la préparation des élections à la SOCAM, il se présente en constat devant le procureur et devant le président pour solliciter à la fois un certificat de nationalité et un B3. C'est de ça dont il s'agit. Okay, la question n'est pas de savoir si on peut avoir ou non une double nationalité. Nous savons qu'il y a plein de Camerounais. Nous savons qu'il y a plein de Camerounais qui ont cette double nationalité. Nous allons essayer de. Mais le problème, c'est que ces Camerounais-là ne cherchent pas à devenir ministre, président de la SOCAM ou vice-président de la SOCAM. D'accord, on essaiera d'en savoir. C'est ça le vrai débat. Beaucoup de ce programme. C'est le vrai débat. Soulé Onoyolo, vous qui avez quand même traité de cette actualité, est-ce que vous êtes d'accord du même avis que Suzanne Kalalobe qui trouve que la presse est passée totalement à côté pour donner la véritable information ou alors qu'on essaie d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe actuellement à la SOCAM? Non, je suis au regret de constater que Suzanne n'a pas lu toute la presse ou alors elle a retenu ce qu'elle voulait retenir parce que si elle avait lu les 3 sorties de Le Messager cette semaine, elle aurait vu d'abord au premier numéro, le numéro de lundi, que nous avons effectivement parlé, n'est-ce pas, de la sortie de l'ambassadeur des États-Unis qui venait en rajouter dans le débat pour faire une fixation, pour nous démontrer comment est-ce qu'on partait, n'est-ce pas, d'un problème entre la SOCAM et le ministère des Agricultures, comment il entre en jeu. Et jeudi, nous avons rendu compte, n'est-ce pas, de la conférence de la sortie de Maître Tchungam, qui a fait réagir vendredi Maître Irène, mais en contrebas de cet article, nous avons estimé sur un papier pour dire qu'il y avait un enjeu de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays où l'univers est flou, la météo ne précise pas grand-chose, est-ce que l'ensemble des artistes peuvent constituer un sujet qui amène les uns et les autres, n'est-ce pas, à se déchirer? Et nous avons fait remarquer qu'au-delà même du droit d'auteur, il y a des factions rivales. Parce qu'il y en a, dans le gouvernement de M. Biya, ceux qui soutiennent Amatoutou, il y en a qui sont contre elle. Alors, est-ce que ce n'est pas la bataille de succession de M. Biya qui a commencé? Nous avons exploré ça. Et mercredi, nous sommes revenus, tout en publiant l'interview de Maître Irène, en contrebas encore, nous avons rendu compte de l'arbre à palabre du Hilton, qui a réuni environ 50 artistes qui ont débattu sur la nécessité de sortir de la crise. Donc on ne peut pas dire que nous soyons restés seulement sur, n'est-ce pas, les batailles juridiques. Voilà qui est dit Soulé Onoyolo. Alors ça nous permet de recevoir Maître Emmanuel Pensi, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors vous qui faites partie du conseil de Didier Yango, président, élu du conseil d'administration de la SOCAM, on vous a assez donné la parole dans la presse cette semaine. Vous êtes fait entendre, vous avez l'impression que vous avez exprimé votre point de vue et ça a été relayé cette semaine par la presse quand vous la parcourez. À titre personnel, on ne m'a pas donné la parole. Je me réjouis. D'ailleurs, je viens d'être saisi il n'y a pas très longtemps par le prince Didier Yango qui m'a appelé. Et je me réjouis déjà du fait que mon confrère Charles Tchungam puisse dire ici que nous ne sommes pas dans le cadre d'un débat de nationalité. Parce que ça l'aurait mis personnellement dans une situation un peu difficile. D'autant plus que, au Conseil de l'Ordre, il a accepté la candidature d'un certain nombre de Français, de nationalité française. Je pense notamment à notre ami commun qui s'appelle Nkom Hervé. Je pense notamment à Maître Samnik Blanchard, qui a fait son service militaire en France et qui est français. Que ce problème-là, alors que le texte, on l'a admis en tant que Camerounais. Donc tout à l'heure, nous allons débattre du vrai sujet. Ce que j'ai déploré tout simplement dans la presse, c'est, disons, la diatribe de Charles Tchungam. Parce qu'il a été excessif dans ses propos. Il a été assez injurieux. Il a traité Didier Yango de faussaire. Et je tiens ici à démentir totalement le fait que
il n'y a aucun acte de faux qui a été commis. Bien, voilà. Moi, je vous souhaite Et que... tout à l'heure, j'apporterai la démonstration, parce qu'il l'a dit. Déjà, le B3, ce n'est pas devant le procureur qu'on le fait, on le fait au greffe. C'est le greffier qui délivre ces documents-là. Et j'ai apporté ici la totalité des textes sur la nationalité camerounaise avec le décret d'application. Et il ne suffit pas que l'ambassadeur écrive une ineptie pour que ce soit en tout état de cause de la loi. Alors, de nombreuses personnalités ici, et là c'est un débat, au plus haut niveau de l'État, ont leurs épouses français, ont leurs enfants français, et ont des postes de responsabilité de procureur général, de ministre, de directeur de SNH français. Et ça ne dérange personne. Bon, je crois que donc je crois que nous allons mettre ce débat sur la place. Je crois que Charles Tchounga veut échapper ce débat auquel on va discuter. Voilà, je n'ai pas de contentieux avec vous personnellement. Non, moi non plus. Je voulais indiquer sur ce point. Je vous prie, maître Charles, je voulais indiquer avant de rentrer dans le débat, concernant la nationalité ou pas de Didier Yango. Moi, je voudrais que vous essayiez de répondre à cette question de droit. Quand est-ce qu'on est déchu de sa nationalité? En quelles circonstances est-ce qu'on est déchu de sa nationalité? Écoutez, nous avons une législation qui est celle que nous avons. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Notre législation sur la nationalité, le code national de 68, qui est très clair. Une personne majeure qui prend une nationalité étrangère perd sa nationalité camerounaise. Automatiquement. C'est une politique d'immigration que le Cameroun a choisie. Beaucoup d'États aussi ont ce type de législation. Qu'il y ait un débat sur la double nationalité, soit. Mais tant que ce texte-là n'est pas modifié, il faut l'appliquer. La loi est dure. Ok, d'accord. Mais c'est la loi. Il ne faut pas que les passions viennent entourer un débat simple. Je vous en prie, Maître Tchounga. Je voulais savoir si Maître Emmanuel Pensier est d'accord sur ce principe. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Que la loi, on ne l'applique pas. Excusez-moi. On n'applique pas la loi. Pour vous, quand est-ce qu'on est déchu de sa nationalité? Charles, il y a ce qu'on appelle la loi. Oui. Et il y a les modalités d'application. Oui. Les modalités d'application, la perte de la nationalité n'est pas automatique. Et je tiens ici à vous lire déjà les dispositions de la loi et les dispositions du décret d'application. Dans la loi, effectivement, on dit, si vous prenez la nationalité étrangère, vous perdez votre nationalité. Mais pour la perdre, comment on fait? Il y a un certain nombre de modalités pratiques qu'il faudrait mettre en exergue. Et ces modalités, excusez-moi, ces modalités sont les suivantes. Vous devez faire une déclaration. C'est l'article 36 de la loi. Une déclaration en vue de décliner l'acquisition de la nationalité camerounaise si vous ne l'avez pas, ou bien si vous avez la nationalité, vous devez faire une déclaration en vue de répudier la nationalité camerounaise. Et cette répudiation est souscrite devant le magistrat ou le président de la juridiction civile dont le siège est le lieu de l'enregistrement ou le déclarant à sa résidence. Et le décret d'application qui est par rapport à cette loi que vient de citer mon confrère, qui est le décret numéro 1968 DF 478 du 16 décembre 78, en ses articles 15, 16, 17 et 18. J'espère que vous n'allez pas nous lire tous ces articles. Non, on a compris pour vous expliquer comment ça va se faire automatiquement. Mais je voudrais qu'on évolue. Non, je vais évoluer. C'est très simple. Je suis venu faire un contentieux judiciaire. On plaide dans les tribunaux. Excusez-moi. Si vous dites qu'il n'est pas camerounais parce qu'il a produit. Ce n'est pas nous qui disons. Alors, c'est pas le débat. Non. Charles ne dit rien du tout. Vous m'avez posé la question. Oui, et vous avez passé, je voulais la réponse. Vous avez dit. Il faudrait à ce moment-là. On ne perd pas automatiquement. Au niveau, oui. Ok, d'accord. Est-ce que Didier Yango a signé la nationalité américaine? Le problème n'est pas qu'il ait signé la nationalité américaine. Il faut répondre à la question. Je dis que quand bien même, quand vous faites allégeance à une puissance étrangère, vous perdez votre nationalité camerounaise. Quand vous faites votre la modalité d'application. Excusez-moi, Charles, j'ai l'impression que quand on n'est pas serein, on coupe l'autre. Moi, je pense qu'il faut que le débat... Je ne veux plus de mise en cause personnelle. Non, je ne veux plus de mise en cause personnelle. Je réponds à la question. Parce qu'à ce niveau-là, je pense pas que tu sois plus fort que moi. Je pense que... Est-ce que Didier Yango a signé la nationalité américaine? C'est pas possible, ça. Je suis en train de vous expliquer votre point de vue. Je vous explique. Lorsque vous avez même la nationalité étrangère, vous ne perdez pas automatiquement la nationalité camerounaise. Vous êtes obligé d'accomplir un certain nombre d'actes. Donc, la répudiation, c'est pas vrai. C'est ce que ok, d'accord, nous avons compris. Alors, Suzanne Kalanobe, 16, 17, 18, dans ce débat, et à ce moment-là, il appartient, il appartient à la personne
de délivrer, de remettre cette attestation qui dit qu'il a répudié la nationalité et elle est remise par le ministre de la Justice. D'accord, c'est compris. Alors, Suzanne c'est ce que dit la loi. C'est pas ce que dit la loi. Donc on va dans un débat judiciaire ici. On va dans un débat judiciaire ici. Moi, je vous donne la prestation de serment de Didier Yango. Est-ce que vous avez la ferme conviction que on est véritablement en train d'appliquer la loi en ce qui concerne cette question autour de la double nationalité? Très sincèrement, c'est un mauvais procès. Parce qu'une loi peut être totalement désuète et ne plus correspondre à la réalité. Ça, c'est d'un. De deux, l'élément fondamental sur le plan juridique, c'est la procédure de renonciation par un individu de sa nationalité de départ. On s'aperçoit que pour tous les cas de figure concernés par la double nationalité, il n'y a jamais eu aucun individu, ou presque pas, qui ait déclaré formellement renoncer à sa nationalité d'origine. À partir de ce moment-là, on peut s'étonner que la ministre et son conseil juridique enferment la question de la gestion du droit d'auteur sur ce qu'on peut considérer comme un faux prétexte. Parce que dans le cas particulier de Ndedi Yango, Manu Dibango, Richard Bona, Étienne Bapé, beaucoup d'autres artistes, ces artistes sont des Camerounais. Parce que qu'est-ce que l'identité? Je ne parle pas de nationalité. C'est le fait de propager votre patrimoine culturel partout dans le monde. Est-ce que le fait d'avoir un pavillon qui serait donc un pass, parce qu'en fait finalement la double nationalité au Cameroun est l'équivalent du pass, c'est-à-dire c'est l'apartheid. Si vous avez une double nationalité, vous n'avez plus le droit de vous réclamer du Cameroun. Voilà. Et c'est cette question de fond qu'il faut que nous abordions. Parce que si on s'enferme dans le juridisme, eh bien chacun va dire il y a ceci, il y a cela. Okay, mais voilà. Ndedi Yango est-il Camerounais ou non? Voilà. Est-ce qu'il a cessé d'être Camerounais au sens de l'identité simplement parce qu'il a pris un papillon américain? C'est ça la question. Alors, de fond. Et est-ce qu'on a le droit de lui retirer la possibilité de participer à la gestion des affaires de son pays? D'accord, Maître Tchal, vous allez réagir. Je souhaite d'abord que Souley Oyoyo donne son point de vue, puisque il savait que le cas de Didier Yango ne soit pas un cas isolé en ce qui concerne donc cette question de double nationalité. Pourquoi ce cas fait problème? Ce cas fait problème simplement parce que Didier Yango se retrouve à un mauvais endroit au mauvais moment. C'est ça qui fait problème. Et puis, admettez aussi que ce n'est pas parce qu'on a laissé courir plusieurs voleurs que lorsqu'on tombe sur un voleur qui est susceptible d'être puni par la loi, et qu'il est puni par la loi, qu'on dise que pourquoi on a laissé tomber les autres, pourquoi on n'a pas poursuivi les autres. Ça, c'est d'un. De deux, le Cameroun, en l'état, ne tolère pas la double nationalité. Il n'y a pas de rapport, d'accord de réciprocité en termes de nationalité entre le Cameroun et les États-Unis. Aux États-Unis, vous êtes américain, vous renoncez, vous prêtez serment de renoncer à votre nationalité de départ. Et au Cameroun, on vous dit dès lors que vous obtenez la nationalité étrangère, vous perdez la précédente. Alors, Ndedi Yango, simplement parce que vous savez, La Fontaine disait que selon que vous serez noir ou blanc, les jugements de cour vous rendront puissants et misérables. Est-ce que M. Ndedi Yango ne savait pas, en allant aux élections, que la nationalité américaine ferait problème? C'est là la question fondamentale. Il y est allé, bon, peut-être il a gagné sur le fait, mais la loi le rattrape. C'est tout simplement ça. Donc, je pense qu'on ne doit pas pérorer sur ces choses-là. Quand vous allez chercher une nationalité étrangère, ça veut dire de deux choses l'une. Vous êtes des nationalités américaines et vous êtes en fraude avec la nationalité camerounaise. D'accord. Et puis, je voudrais tout de suite, parce que pendant qu'on est là, les cas Thierry Atangana, Michel et Young nous parlent. Ils sont français au Cameroun, ou Camerounais français, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, hypothèse d'école, que M. Ndedi Yango fasse des gaffes, hypothèse d'école, et qui se retrouve poursuivi par le tribunal, par la justice camerounaise. Il va vite faire d'aller à l'ambassade des États-Unis, appeler Barack Obama au secours pour dire je suis américain et il faut protéger le citoyen américain. Alors, donc il faut qu'on tranche là-dessus. Voilà, merci. Voilà. Dans lors de votre sortie à Yaoundé, vous aviez parlé de faux et d'usage de faux en ce qui concerne dans cette situation. Expliquez-nous. Oui, je vais m'en expliquer, c'est pas compliqué.
C'est pas compliqué. Je veux d'abord vous donner le numéro de passeport de M. Dédé. Son passeport américain. C'est le 209 29 29 33, dérivé par les États-Unis d'Amérique. C'est avec ce passeport qu'il s'est présenté à notre chancellerie à Washington DC pour demander un visa camerounais à l'effet de venir, soi-disant, chez lui. Donc il était parfaitement conscient que son statut avait changé. Le faux est où? Dans les conditions, quand vous voyez les conditions, parce qu'il y a un code électoral pour faire l'élection des membres du conseil d'administration de la SOCAM. Dans les conditions pour pouvoir être éligible, les pièces citées sont exclusivement des pièces camerounaises, notamment le certificat de nationalité, le bulletin de casier judiciaire, la copie de la carte nationale d'identité, etc. M. Dédé Yango arrive au Cameroun quand? Au mois de juillet 2009. Décembre, à la fin de son visa de 3 mois, il va au Sénégal comme tout le monde, parce que je suppose qu'il a dû conserver ses actes de naissance. Mais donc vous voulez dire que il est obligé de dire à l'officier, des États-Unis, il est obligé de dire à l'officier à qui sollicite la carte nationale d'identité qu'il a une nationalité étrangère. Sinon, on ne lui aurait pas donné cette carte nationale d'identité. C'est ça l'induction de faux. Il va en Consamba. Il omet de dire au procureur de la République, au greffier. Parce que le B3 est délivré, signé par le greffier et le procureur de la République. Et j'ai son B3 ici. Je l'ai là, signé par le procureur et le greffier. Ok, d'accord. Alors, par rapport à cette actualité, maître, par rapport à cet argument... Donc, oui, mais laissez-moi aussi parler. Non, mais il n'a pas fini. Mais c'est pas vous qui dirigez les débats, maître. Oui, il m'avait posé la question. Parce que je il n'avait pas fini. Évitez de faire des querelles de type personnel. Je vous l'ai déjà dit. Non, il n'y a pas Je vous l'ai déjà dit. Pas de querelle personnelle. Excusez-nous, l'émission, ce n'est pas entre donc, maître voilà, Pensi et c'est ce que maître je pensais aussi. Chachoudan. C'est ce que je Nous pensais parlons aussi. d'un sujet Voilà. et d'une question de droit. Donc, le débat, j'ai dit à l'entame de cette émission que le débat n'est pas le débat de la double nationalité. C'est l'histoire de mon collègue qui vous dit, c'est le voleur qui vient tous les vendredis chez vous prendre une poule. Il s'en sort. Un jour, vous l'attrapez, il vous dit, ben, j'ai volé 9 fois, pourquoi voulez-vous m'arrêter? Voilà. C'est l'histoire d'un monsieur qui a utilisé la ruse pour induire en erreur le conseil électoral en remettant un dossier qui avait toutes les apparences d'un dossier conforme à l'exigence de la loi, et par la suite, parce qu'il ne faut pas mettre le fait de mise en cause personnelle, ce sont les artistes eux-mêmes qui ont dénoncé. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que Madame la ministre a vérifié pour être certaine de ce que, effectivement, les dénonciations sont fondées. Et les dénonciations, les vérifications sont faites dans deux sens. D'accord. Auprès de l'autorité diplomatique américaine de Yaoundé et auprès de l'autorité diplomatique camerounaise à Washington DC. Emmanuel Pensi de répondre parce que face à toutes ces preuves venues de l'ambassade des États-Unis, qu'est-ce que vous donnez comme argument pour parce que vous Je avez dis d'abord qu'il n'y a aucune preuve. Non, il n'y a aucune preuve. Alors pour vous, l'administration... Excusez-moi, je vais essayer d'argumenter. Du Cameroun aux États-Unis a été manipulée? Non, l'administration n'a pas été manipulée. Puisque c'est elle qui donne ces preuves-là. Je suis en train de vous dire, quand bien même le passeport serait réel, il n'en fait pas qu'il n'a pas renoncé à la nationalité camerounaise. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas le débat. C'est ça le débat. Le problème, c'est pas le débat. C'est ça le fond du sujet. Est-ce qu'il est éligible? Deuxièmement, j'ai ici la composition du dossier sur le comité électoral de l'Assemblée générale du 2 novembre. Les seules personnes qui ont remis le certificat de nationalité, c'est Moussa Aïssam et Dédé Yango. Les autres n'ont pas donné. Donc, ce certificat de nationalité n'était pas un élément fondamental de recevabilité pour être candidat. J'ai ici la composition, la voici, sur la composition de recevabilité du dossier de candidature. Les 8 dossiers déposés dans le délai, 5 ont été jugés recevables et 3 irrecevables. Et parmi les dossiers, il y avait une copie de carte d'identité. C'était ça ce qu'on appelle du malaise substantiel, légalisé, un bulletin de casier judiciaire numéro 3. Et le président ajoute, dans certains cas, des certificats de nationalité étaient volontairement joints au dossier. Ça veut dire que ce n'était pas une obligation légale. Alors, maintenant... La deuxième chose que je voudrais dire, je vous dis que les dispositions de la loi sont simples. Elles vous disent, oui, si vous pouvez perdre, mais comment fait-on pour perdre? Il y a une autre condition qui est supplémentaire. Cette condition-là, d'avoir une nationalité étrangère, n'est pas la condition nécessaire, suffisante, absolue, pour qu'il y ait une perte automatique.
C'est ça le débat. Bon, et maintenant, on aimerait savoir, Maître Merci, je vous écoute. Quelqu'un qui a, puisque vous semblez, à travers votre argumentaire, reconnaître qu'effectivement, Dédé Yango a opté la nationalité américaine. Alors, est-ce qu'il n'a pas opté? Est-ce que quelqu'un qui a une double nationalité... Je vous dis que beaucoup de Camerounais, et je ne voudrais pas... Si, je vais vous donner un exemple. Si vous avez un père français, vous êtes automatiquement français. Vous voyez à quel niveau de l'État vous allez pour dire que certaines personnes qui ont des pères français ne sont pas camerounais et votent et ont commis des faux. Non, il faut faire très attention où on va. Ok, d'accord. Alors, Suzanne, par rapport à l'état de droit dans notre pays, il est ce qu'il est. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec les dispositions légales. On sait comment on fait pour changer les lois de la République. Non, mais les dispositions légales sont claires. J'ai dit que Dédé Yango c'est pas ça. Laissez la parole. Laissez les autres parler aussi. Suzanne Carvalho-Bello, est-ce que vous n'avez pas l'impression que il y a en ce qui concerne cette situation qui, il faut le dire, est partie de la CPMC, qui n'a pas su qui était l'organe en charge de ces élections. Pourquoi est-ce que quand il faut sanctionner, le président de ce qui était à la tête de cet organe reçoit juste 3 mois de suspension et on évalide l'élection de Dédé Yango? Or, est-ce que la faute n'incombe pas à cette CPMC qui avait la charge de contrôler et de vérifier tous les dossiers avant l'élection? Non, moi je n'en suis pas là. Je voudrais d'abord répondre à un des arguments de Charles Tchungan et celui de Soleil. Ils disent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas arrêté les autres voleurs qu'il ne faut pas pointer du doigt celui-là. Ils utilisent des expressions disons de culpabilisation et pour essayer de diaboliser quelque chose qui au fond est très ordinaire au Cameroun. C'est-à-dire des gens prennent des nationalités étrangères administrativement sans poser l'acte officiel de renoncer à leur nationalité d'origine. Alors tous ces gens-là seraient des voleurs. Tous ces gens-là auraient utilisé la ruse alors qu'ils sont dans une situation compliquée qui leur impose d'avoir un titre administratif. Je suis étonné qu'un intellectuel du niveau de Charles Tchungan se réfugie derrière un formalisme qui n'honore pas l'état de droit du Cameroun. Si l'état de droit aujourd'hui, parce que lui, il fait partie des gens qui ont combattu pour l'état de droit, c'est-à-dire il faut renoncer à toutes les lois liberticides qui font reculer la société camerounaise. Or, le fait de refuser à quelqu'un qui est camerounais dans le fond, même s'il a un papier, c'est est-ce que du point de vue du droit et du point de vue de la loi, est-ce que c'est juste? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, laissez-moi terminer. Si ce papier ne lui permet pas de laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Je suis étonné. Je suis maintenant dans une position un peu prospective, pas dans une position domestique. Je suis étonné que des défenseurs des droits individuels s'enferment dans ce qui est une prison aujourd'hui pour l'ensemble des Camerounais, c'est-à-dire le refus de la double nationalité pour justifier d'une position. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, donc je réponds à votre question, je suis étonné que la question de la nationalité américaine de Dédé Yango n'apparaisse qu'après le vote. Alors qu'il est aux États-Unis depuis longtemps, tout le monde le sait, il n'a jamais caché le fait qu'il avait pris la nationalité américaine, y compris quand il est venu au Cameroun. Dédé Yango vient régulièrement. Et le contrôle, justement, la CPMC et pas seulement elle, ces artistes qui ont été dénoncés, soi-disant Dédé Yango, savent très bien qui est Dédé Yango. Je peux donner le nom des chefs de file parmi les artistes. Pourquoi le font-ils une fois que l'Assemblée générale a statué? Et c'est là où on revient à la question de fond, de tout le désordre qu'il y a à la SOCAM, de toutes les guerres de position, de clans, de groupes, des frustrations, où chacun utilise n'importe quel prétexte pour éliminer celui qui pourrait être un rival. Voilà, Souley Onoyolo, en parlant, en traitant de cette actualité dans le messager, vous avez parlé d'une guerre de succession à Paul Biya. Pourquoi? Oui, je l'ai indiqué d'entrée de jeu que il y a une expression que j'aime bien, qui est Betty. On est dans le pays de Biya Kabona, la Djomtekebo. C'est-à-dire pour réagir à ce que dit Suzanne. C'est-à-dire on a l'habitude de faire comme ça. Au Cameroun, on fait tout. Rien n'arrive. Et on pense qu'on peut se permettre de faire tout. Et c'est ça le champ du signe dont je parle. Parce que vous ne pouvez pas avoir la loi... Attendez. Mais je vous ai expliqué que le simple fait, aujourd'hui, que certains ministres prennent effet et cause pour une partie en conflit avec une partie de l'État,
hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a un libertinage. Parce que vous avez une histoire où tout le monde voit, hein, les forces de sécurité spécialisées devraient réagir. Vous ne pouvez pas m'expliquer qu'on va revenir à l'état de non-droit de Darwin, hein, où le plus fort, la raison du plus fort est la meilleure. Non, je pense que si le pays, n'est-ce pas, a adopté des lois, il faut bien, tant que ces lois ne sont pas changées, on ne peut pas continuer à solfer sur la double nationalité, comme on solve sur les deux constitutions, comme on solve sur le Conseil constitutionnel, tout cela. À un moment donné, il faut siffler la fin de la récréation. Et si ça commence par là, c'est pour ça que j'ai dit que M. Ndidiye Yango, peut-être la sortie d'Amatoutou va nous permettre de régler le problème qui est réel, celui de la double nationalité. Mais en l'état, le Cameroun, les textes du Cameroun, la loi fondamentale ne connaît pas la double nationalité. Maintenant, il s'agit de dire aux uns aux autres. Obona a dit, je suis américain, je ne viendrai jamais solliciter un poste ministériel ou de direction de président ici, parce que ce serait être en violation de ma propre pensée. C'est une question éthique. Quand vous savez, monsieur, mon cher Pascal, quand vous faites une chute sur une mare d'eau, vous ne pouvez pas dire que vous ne vous êtes pas sali les mains. Donc il n'y a pas... Chaque médaille a son revers. Si M. Ndidiye Yango est allé vers la double nationalité, il ne peut pas avoir les mêmes, prétendre aux mêmes droits que nous qui sommes Camerounais et ne sommes jamais sortis. Très bien. Alors, non plus. Donc le débat à ce niveau-là. Mais moi je pense qu'il faut aller plus loin. Voilà, Ndidiye Yango, il n'y a pas que la double nationalité. Les uns et les autres, Maître Pensil a dit qu'il y a des gens qui n'ont pas présenté telle ou telle pièce dans le dossier. Ça prouve davantage qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Ça prouve davantage que le président de la CPMC, n'est-ce pas, a été d'intelligence avec une partie, laquelle qu'il a voulu faire gagner. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Maintenant, que la ministre apprécie cela, n'est-ce pas, après coup, c'est tout à fait normal qu'elle réagisse comme elle réagit. Voilà. Donc il n'y a pas eu que la double nationalité. Il y a eu beaucoup d'autres griefs qui ont amené la ministre à dire que cette élection a été entachée d'énormes irrégularités et elle a refusé de donner l'agrément, n'est-ce pas, à l'équipe que conduit M. Les documents que Ndidiye Yango a produits pour prendre part à l'élection du conseil d'administration à la SOCAM, de la présidence, ont-ils été falsifiés? Pas du tout. Et sur ce point-là, je tiens à vous rappeler, ça c'est une occasion de vous rappeler les dispositions de l'article 314 du Code pénal qui régissent le faux en écriture privée ou de commerce, qui sont clairs. Ça ne rentre pas dans les cas des dispositions de l'article 314. Mais là, voici. Dans la substance. Est puni. Écoutez, excusez-moi. Excusez-moi. Est puni d'un emprisonnement de 3 à 8 ans et d'une amende de 51 millions celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge, soit dans sa substance, soit dans ses signataires, date ou arrestation. Est-ce que c'est lui qui a contrefait ce document? Non. Est-ce que c'est celui qui a falsifié un document? Non. Il n'en a pas falsifié. Bon, on aimerait quand même savoir, maître excusez-moi, je tiens à m'expliquer, parce que vous ne me permettez pas de répliquer dans le cadre d'un débat contradictoire. Sur la base de ce qu'il vient de dire, sur quelle base? Je me réjouis. Non, je ne parle pas de vous, cher frère. Merci. Soyez un peu calme. Je suis calme. Le problème qu'il y a ici, c'est que les dispositions de la loi permettent ce qu'on appelle les formes et actes relatifs à la perte de la nationalité camerounaise. Ça, ce sont les dispositions de l'article 36 à 40. Elles disent ceci au niveau de l'article 40. La perte de la nationalité camerounaise prévue par l'article 31B et les déchéances sont prononcées par décret. Et il faut un décret et il faudrait au départ que vous renonciez. Ni ce décret et les actes, lorsque vous faites ces renonciations, vous les remettez au ministre de la Justice. Alors, donc je pense que le débat que nous avons est un débat. Je comprends très bien le journaliste qui très bien parle comme l'homme du peuple. Mais le peuple, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas dire. Non, maître, je vous interromps. Je vous ai laissé parler. Ne dites pas le peuple. Je ne sais pas ce que... Non. Je voudrais qu'il retire ce
qu'il a dit. Alors, Madame Kalala, mais c'est pas vous qui modérez le débat. attendez, Je voudrais l'arrêter, je voudrais l'interrompre pour lui dire laissez-moi dire que justement, Vous allez c'est répliquer ça- après. non, c'est ce qui fait vraiment problème. Vous permettez, vous êtes un démocrate, je vous prends juste Non, une mais c'est seconde. moi qui parle. D'accord, je vous prends n'êtes pas juste une démocrate. C'est lui qui juste donne une le minute. débat. Alors, pendant... Voilà, puisque vous non, êtes encore en train de voilà, discuter, moi, je souhaite qu'on évolue. Pascal, je voudrais qu'on voudrais évolue dans les rappeler débats. à Maître Pensi, si aujourd'hui le droit d'auteur est dans le trou, c'est justement parce qu'on a estimé que les artistes, c'est n'importe quoi, c'est n'importe qui, et on peut, n'est-ce pas, voter des lois, et on s'en fout de leur application. Allez, Monsieur d'accord, Maître d'accord. Pensi parle du peuple. C'est bon, mais C'est Maître qui le Pensi qui avait peuple? la parole, Il n'est pas dans le peuple? Vous pensez que parce qu'on a bravé les cours pour accéder au barreau, les autres, le peuple est inculte? Ok, Je d'accord. ne suis pas Merci, d'accord. merci, Souley. Alors, Je voudrais lui rappeler que je j'ai pas- suis ce dossier. J'ai pas terminé. Le dossier sur J'ai le pas droit terminé. d'auteur, j'y suis depuis 90. Ok, et je justement, peux dire tout ce que je merci, sais je crois de que- comment on est oui. parti jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas ça. Je n'ai pas appris ça dans un livre. Je l'ai appris parce que je l'ai vécu sur le terrain. Et même étant dans le peuple, je vous dis, je ne suis pas inculte. Et avisez-vous de Ok, ne plus d'accord. jamais dire ça. Merci, c'est dit, Voilà. chers amis. c'est- Revenons à de moi, meilleurs moi, sentiments moi, pour moi, que je- ceux je- qui nous suivent puissent oui, je être vous- édifiés par si rapport tu au parles, sujet oui, je vous- arrêté. je voudrais dire- Voilà, dans cette qui émission. reviennent dans le vif Alors, du maître. Non, j'ai pas Charles terminé. Tunga. Il n'a pas Oui, terminé. maître Non, Charles j'ai pas Tunga. terminé. N'insultez Il pas m'a le peuple. coupé. Vous insistez. N'insultez Vous pas le insistez. peuple. Coupé quand j'étais en train de Oui. faire mon Oui, argumentation. puisque vous avez pris du temps, vous Non, avez j'ai pas pris pris du du Vous temps. temps. pas insulter le peuple. Vous dites que le Quand peuple. on me coupe. Maître Charles Tunga, Quand on les me documents coupe. que vous présentez, Quand on me coupe. et vous dites que ce sont des documents falsifiés, comment est-ce que vous faites pour savoir et pour c'est assez- expliquer aux gens que effectivement ces documents sont Ce falsifiés, n'est pas, puisque dans le camp... ce n'est pas compliqué. L'article que mon confrère lui n'est pas le bon. C'est faux en usage de faux en écriture publique. Donc ce n'est pas le même traitement pénal. Et Public. Alors lisez-le. quand vous dites... Lisez-le, Écoutez, ça rentre pas dessus. Je ne suis pas venu faire un cours Ouais, de bah, droit bien ici. sûr. Je suis venu expliquer. Je suis pas venu faire Ça un cours. n'entre pas dessus, monsieur. Est-ce que vous pouvez, Même j'ai cet est-ce que vous article pouvez cesser de m'interrompre? Maître Emmanuel Pensi. Moi, j'allais lui donner le code. Est-ce que vous pouvez pour cesser qu'il de vous lise m'interrompre? l'article, Mettez-lui de et vous réagir. allez voir que ça ne Est-ce que vous s'applique pouvez pas. cesser de m'interrompre? Je vous donne le code. Je vous ai laissé vous expliquer. Pour la clarté. Est-ce que vous pouvez cesser de m'interrompre? S'il vous plaît, il faudrait quand même que... Ça n'existe pas. Le Les faux, dispositions qu'on puisse qui- suivre le et qu'on faux- puisse retenir quelque chose. C'est des choses voulez qui qu'on sont- laisse- Ce n'est pas lui qui est l'auteur Voilà. d'une écriture Maître Charles publique. Tunga, vous avez Il la faut parole. savoir Il ça. s'agit de quoi? Voilà. Il c'est s'agit ça. de quoi? Vous présentez devant une autorité. Vous présentez l'apparence de quelqu'un qui a droit à un service public. En l'occurrence, la délivrance d'un certificat de nationalité ou la délivrance d'un B3 ou la délivrance d'une carte nationale d'identité. Vous lui présentez le profil conforme aux exigences. Il vous délivre. Mais vous avez induit ce fonctionnaire en erreur. Et l'acte que vous avez est un faux dans sa substance. Parce qu'elle ne reflète pas, n'est-ce pas, les éléments inclusifs de l'État que vous revendiquez. C'est ça le faux en écriture publique et dans la substance. Ça, c'est faux. Et je voulais terminer pour dire. Absolument Je voulais faux. terminer. Mais pourquoi vous êtes aussi. Ça ne tient pas, monsieur. Pourquoi Ça vous ne êtes tient pas allez-y, debout. terminer, allez-y, Je voulais terminer. terminer que Ça tient pas. madame la ministre était dans son droit d'autorité de tutelle. Parce qu'elle exerce le contrôle a posteriori de la régularité des actes posés par les organismes sous sa tutelle. Dès lors qu'elle a eu découvert que, n'est-ce pas, les documents avaient été remis, alors que ces fonctionnaires n'auraient pas dû les remettre, s'ils avaient été informés du statut réel de M. Diango, elle a pris les décisions qui lui incombent. Merci, Charles Et je Tunga. voulais dire Merci. que Merci, ce merci, n'est pas- Charles Tunga. ce n'est pas elle qui a saisi le tribunal. Suzanne Contrairement à ce qui est dit. C'est Diango qui saisit le tribunal. D'accord, merci. Nous sommes en défense dans une procédure engagée par M. Dédé. J'ai compris. Suzanne Alors on a Kalobé. l'impression que l'État du Cameroun, le Léviathan, s'est levé un matin pour aller écraser un citoyen. Non, On c'est vous lui qui a suivi. saisi le Alors, tribunal. est-ce qu'il ne se pose pas un problème de C'est lui qui a saisi le tribunal. Puisque si quelqu'un qui a Trop de acquis une autre nationalité, il revient par la suite postuler à des postes qui reviennent à ceux qui ont la nationalité camerounaise. Est-ce qu'il ne se pose pas quelque part un problème de décence? Je pense que le problème est mal posé. Parce que le patrimoine du Cameroun appartient à tous les Camerounais, où qu'ils soient. Ça, c'est d'un. De deux, en voulant troubler le problème par le juridisme qui enferme la question de fond de la gestion des droits d'auteur, on noie le poisson. Et je pense que Madame la ministre, comme on l'appelle ici, n'a pas raison de se laisser prendre en otage par les querelles intestines des artistes. Charles Tunga dit qu'elle a été saisie par d'autres artistes qui ont dénoncé Dédé Yango. Je suis étonnée. Elle qui est si près du contrôle de la SOCAM, du contrôle des candidats, du contrôle de tout ce monde-là,
qu'elle se réveille quelques mois après seulement, sous la pression des artistes, pour dénoncer la posture de Dédi Yango. Je pense que ce n'est pas là le rôle d'un ministre de la République. Je pense que par rapport à la gestion de la SOCAM, où il y a tant de tensions, je pense que Madame la ministre, pour l'appeler comme ça, a tort de se comporter de cette façon. Maintenant, je reviens à la question de l'état de droit, dont chacun ici se prévaut. Je suis étonné, encore une fois, qu'on considère qu'un Camerounais qui a pris une autre nationalité, qu'on le considère comme un voleur. Parce que tout ce qu'il fait ne se passe pas sous comment on appelle ça, sous le label ni de la ruse ni de la contrefaçon. Et je suis étonné qu'on soit aussi violent vis-à-vis de ce qui constitue notre patrimoine. Et je pense que Madame la ministre de la Culture n'est pas la ministre de la Justice et qu'elle, en tant que ministre de la Culture, doit défendre la culture, doit défendre tous ceux qui sont des, comment vous les appelez, des messagers de la culture, de notre patrimoine, pour sauvegarder cette culture-là. Parce qu'elle est là pour ça. Okay. C'est aussi ça le débat, parce qu'un ministre doit être au-dessus des contingences, des règlements de compte. Or, ces artistes qui ont dénoncé Ndédi Yango règlent leurs comptes. Comme Madame la ministre fait ses concertations avec tous les artistes, c'est parce qu'elle se rend bien compte que cette question de la SOCAM ne se gère pas au tribunal, ne se gère pas politiquement dans l'absolu. Ça se gère en assainissant le corpus des artistes. C'est ça qui devrait être son travail. Alors, est-ce que quand vous suivez l'argumentation de Susan Kalomé, vous avez l'impression que Ndédi Yango, peut-être j'interprète mal, c'est un martyr. Il ne se reproche de rien. Vous savez, ou une victime. Vous savez, quand on fait la fixation sur Ndédi Yango, on élude les vraies questions que Suzanne a commencé à poser. Comment expliquer que depuis que cette loi de 2000, qu'accompagne le décret d'application, n'est-ce pas, de novembre 2001 existe, pourquoi il y a toujours eu, n'est-ce pas, des problèmes? Est-ce que l'État qui s'est désengagé, parce qu'il faut remonter l'histoire et le temps, en 1990, des artistes qui se sentent à l'étroit parce que nous ne voyons pas ce que rapportent, n'est-ce pas, leurs œuvres, vont voir M. Augustin Kontchou-Komini, ministre de l'Information et de la Culture, et lui disent « Nous voulons être indépendants et gérer comme... » Et Kontchou fait comme ce qu'on avait fait à l'autre, c'est Couturé, si vous voulez votre indépendance, là voilà. Les artistes vont au palais des congrès, ils se constituent, n'est-ce pas? Chacun verse une somme de 10 000 et il crée la Socinada. 10 ans d'existence de la Socinada, il y a au moins 15 procès. Donc Ndédi Yango, n'est-ce pas, ne vendent pas la canne, ne vendent pas la canne à pêche. Mais il se trouve que la loi, qu'on dit la loi Oyono, arrive en 2000. Et puis, les sociétés ne commencent à se mettre en place qu'en 2004, avec la création de la CPMC. Et c'est là où il faut féliciter quelqu'un comme le professeur Magloire Ondoa, qui a beaucoup travaillé pour la mise en forme. Mais il se trouve, et c'est dommage que pendant que les sociétés se mettent en forme, elles ne sont même pas sorties totalement de leur fondation, arrive la ministre Amatou Toumouna, qui prend la première grande décision et qui, depuis lors, n'est-ce pas, nous plombe dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'enlisement total du droit d'auteur. Dans la question de fond est celle de savoir, est-ce que l'État a vendu la chèvre en gardant la corde? Est-ce que l'État, n'est-ce pas, s'est totalement désengagé? Est-ce qu'ici, on ne doit pas faire appel au respect du droit? C'est quoi le droit d'auteur? C'est un droit. Il faut déjà... Maintenant, l'autre question, est-ce qu'il ne faut pas en l'État appeler à la réconciliation des artistes? Ça a été commencé, n'est-ce pas, à Hilton. Bon, peut-être que le casting n'a pas été bon, parce qu'il s'agit aujourd'hui de remonter l'histoire. La CMC de Sambeni doit être invitée au débat. La SOCAM, version Odile Ngaska, doit être invitée au débat, parce que n'oublions pas, M. Ndédi Yango fait beau jeu de crier à l'illégalité, n'est-ce pas, de la décision d'Amatou Toumouna. Okay. Comment il a fait pour prendre part à une assemblée générale illégalement, n'est-ce pas, convoquée, pour en être aujourd'hui le président? Parce que l'AG élective, n'est-ce pas, de 2 novembre est convoquée en violation flagrante des statuts de la SOCAM. Alors maintenant, violation pour violation, illégalité pour illégalité, il faut mettre la balle au centre.
il faut repartir, D'accord, il faut normaliser. Nous allons bientôt sortir de ce sujet. Alors moi, je voudrais qu'on sorte en répondant à la question suivante. Qui doit veiller au respect du code de nationalité en ce qui concerne les postes qui ne reviennent qu'aux nationaux? Maître Mayel. Oui, je veux d'abord dire que, sans aller sur ce débat, il y a une question qui se pose qu'on appelle en droit une question préjudicielle. Si vous voulez contester la nationalité, vous devez saisir le juge compétent qui est le juge civil. C'est déjà l'une des premières choses que moi j'aurais conseillé à mon confrère si vous voulez faire engager une procédure. Mais gardez vos conseils pour vous. Je ne veux pas de querelles personnelles. Je ne veux pas de querelles personnelles. Je vous l'ai déjà dit. Je vous ai interdit de faire des querelles personnelles. Vous n'avez rien à me dire. Donnez votre point de vue. Non, je donne mon point de vue. Je donne mon point de vue. La loi dit que si vous voulez contester une nationalité, vous allez devant un juge civil. Donc, il ne suffit pas de faire des déclarations c'est pas le débat. Intempestives. Bon, maintenant, répondons à la question. La deuxième question... Qui doit veiller au respect du code de nationalité? Mais le respect de la nationalité doit être veillé par le juge. C'est ce que je suis en train de dire. C'est le juge qui doit être saisi. La personne qui est prévue par les textes, c'est le juge. Alors, Maître, Pas une autre personne. Ce code de nationalité, ce n'est pas la déclaration des uns et des autres. Pas les postes de responsabilité que c'est le juge qui doit être ces personnes qui sont soupçonnées d'avoir la double nationalité. De quoi s'agit-il? Parce que la fraude se cache. Non, ne parlez pas de ça. La fraude se cache. Non. Moi, je ne parle pas de vous. La fraude se cache. Ceux qui vont faire allégeance à une puissance étrangère. Il n'y a pas d'allégeance. Est-ce que je peux parler? Personne ne fait allégeance. Ceux qui vont faire allégeance à une puissance étrangère Personne et ne reviennent ici, feindre ne pas avoir cette allégeance-là pour accéder à des postes, triche. Il faut que ce soit clair. Parce que le débat qui se pose, ce n'est pas le débat de la double nationalité. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes dénoncées en dehors de Dédié Yango? Écoutez, pour l'instant, on parle. Il n'y a pas de précédent jurisprudentiel. On parle de ce cas-ci. Il n'y a pas de précédent. Il y a un précédent, je vais vous le donner. Donnez-le-moi. Monsieur Mongo Betty, vous vous souvenez de notre compatriote, grand écrivain, lorsqu'il a pris sa retraite de son lycée français, il est venu ici au Cameroun. Il a postulé pour être député en Balmaï. Vous vous souvenez de la décision qui est tombée? D'accord. Le juge a écarté son dossier. Peut-être que vous ne faites pas de contentieux électoral, mais on a écarté son dossier pour cause de double nationalité. Donc on me dit qu'il n'y a pas de président. Il y en a. Maintenant, le problème, et c'est ce que Soulé disait tout à l'heure, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'en fait, on a comme l'impression que dans un cas, on ferme les yeux, et dans l'autre, on applique la loi. Alors, Suzanne Kaloube, pourquoi effectivement la sortie de Maître Charles Tchunga, pourquoi d'un côté, c'est comme si c'est une décision à tête chercheuse? Non, pourquoi est-ce qu'on n'applique véritablement pas ce code de nationalité à tous les postes? Non, c'est parce que quand une loi est dépassée et archaïque, ce qui se passe, c'est qu'il y a une tolérance en fonction des conjonctures et en fonction des impératifs. Par exemple, on va refuser que Mongo Betty, à l'époque, se présente parce que politiquement, ça dérange. Mais on va accepter que Samuel Eto'o, Roger Mila et tout ça soient des Camerounais parce que politiquement, ça avantage. Donc ça veut dire qu'une loi comme cela, l'affaire de la double nationalité, il faut que le Cameroun se résolve à l'appliquer. Ça veut dire que la loi est désuète, elle est totalement archaïque. La dernière chose que je veux dire, c'est que quand Charles Tchunga dit des Camerounais qui ont pris une nationalité étrangère, qu'ils dissimulent leur nationalité, qui sont des tricheurs, c'est quand même des mots extrêmement lourds et extrêmement graves. C'est grave parce que justement, lui qui est juriste, sait que les lois se fondent aussi sur l'expérience des hommes et qu'elles ne sont pas appelées à être figées et que c'est la vie réelle, la vie sociale qui les construisent, les détruisent et les améliorent. L'affaire Ndédié Yango, aujourd'hui comme hier, Mongo Betty, prouve que s'enfermer de façon totalement archaïque et moyenâgeuse sur la double nationalité n'avance pas l'état de droit qu'est le Cameroun. Je pense que pour appuyer ce qu'elle dit, en quelques minutes seulement, parce que nous allons bientôt sortir de ce sujet. Pour quelques soulés, puis le président de la République a fait une déclaration à Paris en parlant de ces problèmes de double nationalité qui a besoin de ce qu'on appelle une clarification. Et ce débat-là n'a pas besoin de procédures, de faux, etc. Parce qu'on aura du mal à démontrer, même s'agissant des dispositions de l'article 144, dans les faux dans un axe, ça ne tient pas debout. Donc, l'essentiel est ce qu'a dit Souli. Le problème des artistes, qui est un problème qui est réel, qui est un problème sur lequel il faut se pencher et sur lequel il faut trouver une solution, quelle que ce soit la personne qui doit les diriger. Merci, Soulé. Vous savez,
moi je suis très embêté de parler surtout de Ndédi Yangou. Je pense que chacun de nous qui a une discothèque à Papa a, n'est-ce pas, les grands titres de Ndédi Yangou. Et je vous ai dit encore qu'au départ, La Fontaine, dans sa fable, selon que vous serez noir ou blanc, les jugements de cour vous rendront puissants ou misérables. Et je continue à dire que, et ça nous ramène, n'est-ce pas, à ce que j'ai dit, on solve sur la double nationalité. Et j'ai dit même, le débat sur la double nationalité ne se pose même pas en réalité. Ce qui est important, est-ce qu'aujourd'hui un artiste ne peut faire valoir son travail sur le patrimoine culturel et bien d'autres qu'en étant président d'une société civile de gestion collective? Je ne pense pas. Il n'y a qu'un seul président, comme il y a un seul président de la République. Merci. La question de fond, est-ce que les artistes peuvent, n'est-ce pas, se mettre ensemble pour défendre leurs droits? La première défense, c'est qu'ils s'organisent et qu'ils aillent, n'est-ce pas, quérir l'application de la loi 2000 et le décret d'application novembre 2001 sur le droit d'auteur et le droit voisin du droit d'auteur. C'est la première bataille qu'il faut faire. Et cette bataille, oui, je vais rapidement à la foulée conclure pour dire que on a besoin de Ndédi Yangou, de Sam Bende, d'Odine Ngaska, de tout le monde. Ok, d'accord, on a besoin de tout le monde. Il faut les mettre ensemble, quitte à ce que c'est eux qui mettent en place les textes qui vont leur permettre d'avancer. Voilà, merci. Et ce n'est qu'en ce moment-là que le droit d'auteur sera vraiment indépendant. De rentrer dans le deuxième sujet de cette édition de droit de réponse. La presse a semblé nous faire comprendre que le pays fonctionne au ralenti à l'attente de la mise sur pied d'un nouveau gouvernement qui tarde à venir. Alors, cette presse, est-ce une invention de la presse ou alors ça se fait ressentir, c'est réel? Vous avez l'impression que le pays fonctionne au ralenti? Vous savez, le journalisme que je pratique, n'est-ce pas, rend compte des faits. À Yaoundé, quand vous parcourez les administrations, les départements ministériels, vous vous rendez compte que tout le monde est au poids mort. Parce que personne ne sait dans quelle sauce il sera mangé. Quand vous voyez le ministre Grégoire Ona, tel un écorché vif, vous dit il n'y aura pas de vœux. Mais attends, un ministre n'a pas besoin de proclamer devant les caméras que chez moi, je n'organise pas les vœux. On constate dans son département ministériel qu'on est, est rendu au mois de mars, il n'y a pas eu de vœux. Mais s'il le dit, cela veut dire que c'est pour élaguer un stress. Parce que comment voulez-vous qu'on soit rendu à ce moment-ci et qu'on ne sache pas s'il y aura un gouvernement ou non? S'il y aura le président de la République ne rencontre pas ses ministres pour les remettre en confiance, on ne sait pas. Et au rasage, tous les gars qui sont là pensent à cela. Est-ce que je serai ministre? Il y a des ministres qui vont plus loin. En faisant une adresse à leurs collaborateurs, ils concluent en disant « si je suis encore là », ça veut dire qu'il n'y a pas une sérénité. Et ce qui va être très compliqué, c'est que bientôt, on va engager les projets. Et lorsqu'on aura engagé les projets, des ministres sortants ou restants vont donner des marchés, ils vont accéder à un certain nombre de choses, et peut-être 1 ou 2 mois après, le président de la République va remanier. Moi, je pense qu'il est souhaitable pour le président de la République de ne pas continuer à stériliser la vie politique à sa taille. Il sait qu'en ce moment, ça ne va pas et il faut faire quelque chose. Alors, Suzanne Kaloba, est-ce que c'est un argument valable pour que les ministres ne puissent plus rendre service comme ils le faisaient avant peut-être les élections qu'il y a eu ou alors au moment où ils venaient d'être nommés? Est-ce que c'est un argument valable pour dire que, pour expliquer ou alors justifier cette inertie? Non, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait une situation particulière d'inertie, ni même une psychose d'ensemble. Sinon, que l'administration camerounaise, parce que ce n'est pas le ministre qui fait l'administration camerounaise. On dit qu'il y a une continuité de l'État, quels que soient les changements à la tête. C'est ça que ça veut dire. Or, il y a une technostructure administrative qui existe avec des secrétaires généraux, des conseillers techniques, des chefs de service, etc. C'est ceux-là qui font avancer le pays normalement. C'est vrai que des décisions sont prises par des ministres et que des signatures ne se font pas. Mais la situation actuelle n'est pas différente de celle que Paul Biya lui-même a dénoncée. C'est-à-dire les administrations sont totalement tributaires du jeu politique, attendent des nominations par-ci, par-là. Et c'est normal
que des hommes ou des femmes qui ont appartenu à une technostructure politique, c'est-à-dire ont été membres du gouvernement, s'inquiètent de leur sort. Mais s'ils paralysent l'administration, ça veut dire que l'administration ne fonctionne pas bien. Et cette dénonciation a été faite bien avant. Moi, je crois que l'agitation actuelle de la presse est plutôt suscitée par des politiques qui veulent savoir quel sera leur sort. Mais c'est le jeu politique. J'ai lu un excellent livre... C'est un mauvais procès. J'ai lu un excellent livre de Ramayad. C'est un très mauvais procès. Je sais que Soulé a l'habitude, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il vient. Donc oui, on peut excuser. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous faites un mauvais procès à la presse. J'ai lu un excellent livre de Ramayad qui s'appelle Les pouvoirs, quelque chose comme ça, où elle raconte sa vie de ministre. Et justement, avant tout remaniement, tout le monde est fébrile. Et ce qu'elle explique aussi, c'est que tout le monde fait du jeu d'influence et du lobbying. Ceux qui ne veulent pas sortir, ceux qui veulent entrer, ceux qui, etc. Pour moi, la situation actuelle est exactement celle que Biya lui-même a dénoncée. C'est-à-dire la trop grande dépendance de l'administration camerounaise du politique. D'accord, Suzanne. Et maintenant, Maître Charles Tchunga, est-ce que c'est vrai que la nomination, le remaniement d'un gouvernement relève du pouvoir discrétionnel du président de la République? Maintenant, est-ce qu'il ne se pose pas un autre problème de droit? Est-ce qu'il n'est pas question maintenant tant qu'on puisse mettre sur pied de façon légale une date à laquelle devait arriver un gouvernement après les élections? Est-ce que c'est pas ça qui fait problème, parce que le président n'est pas contraint par un texte qui lui donne la date ou alors le moment où exactement il devrait procéder à un remaniement? En l'état actuel de nos institutions, ça relève, ce pouvoir-là, cette décision relève du régalien. C'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel, en droit administratif, des actes de gouvernement. C'est-à-dire des actes qui sont pris de manière opportune par son auteur et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation. Un décret du président de la République qui nomme son gouvernement ou son premier ministre ne peut faire et ne doit faire l'objet d'aucune contestation. Nous avons dans notre pays un paysage politique confisqué. La politique a été confisquée par des acteurs qui manipulent l'opinion, qui manipulent la presse pour faire, n'est-ce pas, monter un peu mais est-ce qu'il n'y a pas lieu d'interpeller peut-être notre système politique, les élus du peuple, que sont les députés et les sénateurs, pour qu'ils essaient de penser à mettre sur pied un texte? Nous sommes dans un système politique avec un parti dominant, super dominant. Ce qui fait en sorte que comme le parti majoritaire cumule à la fois le pouvoir exécutif, le pouvoir bicaméral, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un bicaméralisme, et le pouvoir judiciaire par le biais des nominations des magistrats, on voit bien qu'on va trouver le Léviathan. Donc par conséquent, cette fébrilité que j'ai observée également, hein, je suis d'accord, quand vous êtes à Yaoundé, vous sentez que les gens ne viennent plus manger les dimanches à l'hôtel, les gens qui mangeaient tout le temps à midi dans les hôtels Yaoundé, on ne les voit plus. Ils sont très discrets. Il y a quelque chose. Ils sont très discrets en ce moment. Parce que le discours, je voudrais chuter là-dessus, du 31 décembre fut violent. Je crois que c'est un discours le plus violent que le président a pu prononcé depuis 31 ans. Violent ou violent? Parce que, violent. Parce que il a mis les points sur les i, il a dénoncé un certain nombre de choses que nous observons depuis 30 ans aussi. Justement, hein. C'est pas nouveau quand on cumule l'expérience politique du Cameroun depuis 30 ans. On voit que là, il est arrivé à un point où il n'accepte plus. Alors c'est là où on se pose les questions, Maître Emmanuel Pensy, puisqu'on s'attendait à la fin de ces discours du président de la République où il n'a pas du tout été tendre par rapport à l'action de son propre gouvernement, qu'il procède à un réajustement ou alors un remaniement, et on en est là pratiquement plus d'un mois après. Oui, je pense que les gens s'attendaient après un discours, moi je peux dire virulent, du chef de l'État, qui a été très critique vis-à-vis de son gouvernement, qui a fait ce qu'on appelle un audit du gouvernement, qui a fait un réquisitoire qu'aurait dû faire l'opposition. Si l'opposition au Cameroun existait, il y avait une force. Le président l'a fait et c'est lui, de par la Constitution, ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Donc c'est lui qui est élu au suffrage universel direct et c'est lui qui décide de qui il va faire ministre ou pas. Alors maintenant, c'est vrai que à Yaoundé, les gens attendent toujours le remaniement. Mais le maître du temps, celui qui a ce qu'on appelle le tempo, c'est le président de la République. Et vous attendrez, parce que là, il est certainement en train de faire ses propres combinaisons, d'essayer de choisir qui il va mettre. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte depuis un certain temps
et ça depuis les indépendances, que le pouvoir est concentré uniquement à Yaoundé. Ou bien alors par des chefs de tel ami de Lamido, le frère de tel sultan. Alors que normalement, ce que je peux dire, il faut y avoir ce qu'on appelle, on a une banque de données d'un certain nombre de personnalités à gauche et à droite. Et d'ailleurs, je m'étonne que le Cameroun soit le seul pays au monde où il n'y ait pas tellement d'avocats qui soient dans des fonctions de ce type-là. Et je presse pour notre propre parole. Maître Chunga est là, qui reste mon ami au-delà des polémiques que nous avons. Mais je crois que nous avons tous besoin de ce pays et celui qui va décider dans des places à ceux de Yaoundé. C'est pour ça que, contrairement à vous, je pense que Grégoire Ona a bien fait de montrer son courroux qui répercute disant cette année, pas de vœux. Parce que chaque année, vous me faites des vœux et vous bloquez les dossiers des gens. Et il a introduit un livre de procédure pour que si vous ne faites pas ce travail dans tel ou tel délai, vous aurez des sanctions. Je voudrais qu'on s'intéresse à cette attitude du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Soulé Onoïlo. On est quand même surpris que de sa réaction. Est-ce que cela ne découle pas un peu du discours du président de la République qui est en train de faire effet? Non, je pense que vous faites je ne sais pas, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais je voudrais quand même dire que ça n'a rien à voir. Parce que le chef d'orchestre de cette inertie, c'est le président de la République. Madame Suzanne Kalalobe fait bien de dire que la situation n'est pas différente de celle dénoncée par M. Biya. Quand on a fini de dénoncer et qu'on est le chef d'orchestre, on est celui qui doit prendre les décisions ultimes pour faire avancer les choses. Et qu'on continue à rester on reste statique, ça veut dire en réalité, c'est peut-être un discours qui a été préparé par quelqu'un, il est venu le dire. Ah bon? Je voudrais... vous avez l'habitude de couper. On ne fait pas une sommation au président de la République pour former son gouvernement. Il faut être clair. Je vous respecte beaucoup. J'espère que... Mais il faut savoir peser ses mots. J'espère que... Je voudrais lui dire... Ce que je comprends... Il est libre. Ce que je ne comprends pas, c'est la posture arbitraire de Suzanne. Quand c'est Soulé qui prend la parole, il est nouveau, c'est la première fois qu'il arrive au débat. Quand Maître Pessi et Maître Charles Chungang se crêpent le chignon en prenant la parole de façon intermittente, on dit qu'on ne dit rien. Suzanne, il faut voir tout ça. Parce que si c'est toi qui es le critique de la prise de parole interpressive, regardez aussi mon voisin de droite. Mais je voulais continuer à dire, il est difficile aujourd'hui. Et là encore, je parle à Mme Kalalobe qui parle de l'agitation médiatique. Non, la presse... Je comprends peut-être que depuis un moment, vous n'avez plus fait, n'est-ce pas, le terrain. Nous faisons le terrain. Et en faisant le terrain, on lit les signes. On voit les attitudes. On voit la manière de fonctionner des ministres. On voit comment, au rasage, ils pensent à autre chose. Est-ce que je sais là? On les voit sur des lenteurs qu'ils expriment, n'est-ce pas, à ne pas prendre telle ou telle décision parce qu'ils ne savent pas à quoi est-ce que ces décisions vont échouer. Tout cela est interprété par les journalistes. Pascal, vous êtes un bon journaliste, vous allez sur le terrain, et je pense que tout cela mérite d'être relevé par les journalistes. Le dire, et le dire de haute voix ne veut pas dire qu'on fait de l'agitation ou alors qu'on conspire, n'est-ce pas, à aider à cela. Je voudrais dire à Maître Pessi. Maître Pessi, je vais m'adresser à vous pour vous dire qu'il est aussi de mon rôle d'estimer que le président de la République, à ce moment opportun, au regard des signaux, devrait se décider. Il n'y a pas que le gouvernement. Il n'y a pas que le gouvernement qu'il faut faire. Il peut remettre ses ministres en confiance. Et c'est important pour relancer, rebooster la machine. Je souhaite qu'on revienne un peu sur cette attitude du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, parce que c'est quand même une première fois qu'on voit un ministre déjà refuser la cérémonie de présentation de vœux. Est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part que Grégoire Ona savait déjà qu'il n'y aura pas remaniement, parce que, et en plus il a prescrit une certaine ligne de conduite à ses proches collaborateurs. Moi, je ne lis pas dans le marc de café. On interprète juste. Je ne lis pas dans le marc de café. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas tous les éléments, je ne fais pas penser les faits par rapport à ce que je crois. Et je voudrais revenir à ce que Souley dit à propos de la manière dont la presse traite de cette question, en disant, j'ai dit tout à l'heure que l'activisme de la presse est à l'image de la fébrilité des ministres eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a une corrélation étroite
Et donc une manipulation par les acteurs par rapport à leurs propres angoisses. Pourquoi je dis ça? Il est échappé complètement à la presse, à ce moment-là, de faire, elle aussi, en perspective, le bilan de la façon dont les ministres ont géré leur magistère. Parce qu'il me souvient que quand Philémon Yang est arrivé, on parlait de feuilles de route, de contrôle, d'évaluation. Tout ça est complètement mis de côté dans la question du remaniement, je parle de l'information, pour s'en tenir aux seules agitations subjectives et conjoncturelles des acteurs ministres. J'en viens à Grégoire Auna. C'est très bien que Grégoire Auna fasse son bilan. Mais est-ce qu'il l'a fait l'année dernière? Est-ce qu'il l'a fait les années d'avant? Et le fait qu'il le fasse maintenant, est-ce que ce n'est pas un appel du pied? Le fait qu'on lui fasse autant de propagande, entre guillemets, est-ce que ce n'est pas un appel du pied? Il fait son clin d'œil au président, c'est normal. Après, dans toute situation de transition, quand un chef de l'État doit décider, tout le monde lui fait la cour. Okay, la question, c'est que, est-ce que la presse doit relayer la cour des courtisans? Je dis non. Il faut qu'elle critique aussi les courtisans dans leur manière de faire la cour au prince consort. Voilà, pour vous allez permettre à ce qu'on dise au moins un juste mot sur le dernier sujet. Pour finir, moi je n'ai pas d'injonction à faire. Ce que je pense, et là par contre c'est une opinion, c'est que la difficulté aujourd'hui pour Biya de constituer un nouveau gouvernement, c'est qu'à force de paralyser le personnel, à force de ne le puiser que dans une seule jarre, il ne sait plus comment diversifier. Et s'il doit être conséquent avec son discours, il va devoir se séparer de la logique avec laquelle il concoctait. Bien, c'est suivi. Voilà, nous allons dire un mot sur le dernier sujet arrêté au cours de ce programme. J'espère que chaque panéliste pourra dire son mot là-dessus. On parle de la prise et même de la libération d'otages qui semble être devenu une sorte de business au Cameroun. Alors, comment est-ce que déjà, Maître Pensy, vous réagissez au niveau du traitement de la gestion des libérations des otages au Cameroun? Ça fait pratiquement deux ou trois Français qui ont été pris en otage dans la partie d'extrême nord, la famille Moulin et le prêtre français. Comment est-ce que vous réagissez quant à la gestion et la libération de ces otages? D'abord, la première chose, je regrette que la famille Moulin-Fournier se soit rendue dans une zone à risque, puisqu'elle se trouve au niveau de la frontière du Nigeria, Maïduguri en face, et dans des villes où se trouve Boko Haram. La même chose avec le prêtre Van den Busch qui voulait évangéliser une zone en sachant très bien que Boko Haram est contre les chrétiens. Et si bien que le Cameroun s'est trouvé en difficulté. Vous savez très bien qu'en France, on a mis le Cameroun zone touristique rouge, on ne voudrait pas que les gens y aillent et ça a porté atteinte à notre pays. Mais la gestion de ce problème-là a été réglé au plus haut niveau de l'État. Je me souviens des déclarations de François Hollande ou bien de ceux de Fabius, qui, bien que connaissant le président depuis 30 ans, disait qu'il ne le connaissait pas très bien et qui s'est mis à l'appeler tous les jours pour s'enquérir des situations des familles françaises que nous avons réussi à faire libérer. Et je pense que s'agissant des Moulins-Fournier, nous étions tous les Camerounais de la famille de Moulin-Fournier, et nous avons pleuré avec les petits gosses et leurs familles, et lorsqu'on les a libérés, je dis avec l'aide de l'entre-gens, de nos forces, et également de quelqu'un qu'on avait oublié, qui est le ministre secrétaire général Ngongo, qui a joué un très grand rôle par la discrétion de diplomates pour pouvoir les en sortir. Alors, donc je peux que m'en réjouir. Maintenant, on parle d'argent. Bon, on parle de 6 milliards, c'est la presse qui en a parlé. Mais justement, et j'aimerais que la presse en parle beaucoup plus parce que moi je n'ai pas les éléments. Mais tout ce que je sais, c'est que lorsqu'on prend les otages, il faudrait payer. Alors qui a payé, qui a avancé les fonds, qui a remboursé, comment ça s'est passé? Ça c'est autre chose. Est-ce que la presse a investigué? Effectivement, il faudrait qu'on essaie de comprendre. Est-ce que la presse a eu tort de parler d'un nouveau business qui naîtrait autour de cette situation de prise d'otages dans la partie septentrionale? Si elle avait eu tort, le gouvernement camerounais aurait communiqué pour désavouer cette information. Mais le gouvernement est resté fidèle à lui-même. Il n'a pas communiqué parce que pensant que les Camerounais n'ont pas le droit de savoir. Première chose, il y a un problème qui se passe au niveau des frontières camerounaises. Ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas, sur la dorsale, Mayo Chanaga, Logo Nechari et Mayo Sava,
est extrêmement à prendre au sérieux. Parce qu'on a le sentiment que ces gars font des raids de temps en temps au Cameroun. J'ai le sentiment qu'ils y vivent et qu'ils ont trouvé à cela un marché juteux. Donc il faut régler définitivement ce problème. Comment expliquer que, pourquoi quand ils sont libérés, on ne parle pas d'argent au niveau du Nigeria? Pourquoi le Nigeria ne paye pas? Pourquoi c'est le Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on doit être aujourd'hui le souffre-douleur d'un problème qui ne nous concerne pas? Voilà les questions qui nous interrogent. Et je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Il faut que le Cameroun donne clairement sa position. Le Boko Haram, on ne négocie pas avec les rebelles. Et même si on négociait avec les rebelles, il n'appartient pas au Cameroun de payer la rançon. C'est là le gros. Et la presse a beau raison. Voilà que le Nigeria a fait une première tentative. Ils sont entrés au Cameroun pour poursuivre. Et la plus grosse difficulté qui va arriver, c'est qu'il est difficile de faire la différence entre un Boko Haram et un citoyen du Nord. Alors, si par extraordinaire, n'est-ce pas, qu'on visait la mauvaise cible, est-ce que ça ne va pas demain poser un problème réel entre les deux États? D'accord. Il est souhaitable qu'on attrape le taureau par les cornes. Quelles sont les dispositions juridiques qui assurent la gestion de la prise d'otage et même la libération? La prise d'otage est d'un État non-droit. Vous ne verrez dans aucun État qu'on ait prévu comment on gère le problème des otages. C'est pour ça que... Alors c'est ça qui justifie que... Chaque État a une politique. Vous avez la France qui a une politique. Je n'ai pas vu, je n'ai pas payé. C'est clair. On ne négocie pas avec les présidents d'otages et on ne paye pas des rançons aux otages. Voilà la politique officielle de la France. Donc, quand, dans la réalité, le théâtre d'opération ne se trouve pas en France, comme c'est le cas chez nous avec Boko Haram, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des alliés, nous avons des accords de coopération, de défense avec la France. Donc ce sont nos forces de défense et de sécurité en relation avec les services secrets français qui managent tout ça. C'est dans l'opacité la plus totale. S'il y a une sortie de la presse sur la manipulation des fonds, c'est certainement parce que le partage ne s'est pas très bien fait. Quand le partage se fait bien entre deux personnes qui gèrent de l'argent, ça ne parle pas. Donc, je crois qu'il faut séparer deux choses. Les prises d'otages, les chantages que des bandits de grand chemin font aux États et la posture de nos forces de défense et de sécurité qui, dans ces deux cas, ont été extrêmement efficaces. Et je m'interroge d'ailleurs sur le fait, comment se fait-il que cela soit allé aussi vite? Parce que si vous prenez des otages, c'est pour faire des revendications. Donc je suis enclin à penser comme mutation qu'il y a un nouveau marché qui est né. Et bon, des gens s'organisent pour faire prendre des gens en otage afin d'avoir des fonds. On a même vu ça dans beaucoup d'activités. Voilà, Suzanne, c'est une analyse si ça veut que le Cameroun s'achemine vers un marché d'otages organisé par qui? C'est pas vraiment un marché. Non, c'est pas vraiment un marché d'otages. J'irai pas aussi vite pour dire que les prédateurs sont au sein même des institutions. Mais je voudrais appeler quand même à un peu plus de prudence parce que les prises d'otages doivent être gérées par la presse avec beaucoup de tact. Mettre en exergue les rançons, les montants et tout le trafic d'argent, c'est exposer des citoyens à d'autres prises d'otages. Si on sait qu'il y a autant d'argent, entre guillemets, ça devient une guerre de rapine. Et donc, la presse, pour ces questions-là, doit savoir comment elle traite la chose. Elle ne peut pas le faire juste pour jouer les oraux, en disant, bon, nous, on va pourfendre la vérité. La deuxième chose, c'est que aucun État ne paye officiellement. Aucun État ne paye. Et dire qu'il y a rançon, aucun État ne paye officiellement. Il y a des officiers, des aucun responsables État, de l'administration. Aucun État ne paye officiellement. Et la presse, non. Aucun État ne paye officiellement. Et s'il y a des officieux qui s'autorisent de dire que l'État a payé, attendez, aucun État ne paye. Mais l'État paye quand même. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est difficile de savoir. Parce qu'aucun État ne se met en avant et aucun service officiel de l'État ne gère ces questions-là. Ce sont des questions légitimes de défense. Il y a revendication. Non, qui a revendication? Ils posent leurs conditions. Non, ce que je vous explique. Quand il y a libération, on doit certainement conclure qu'il y a eu, on a répondu favorablement. Ce que je vous explique, c'est que ce n'est aucune institution officielle qui gère ces questions-là. Aux États-Unis, c'est géré soit par la CIA et le FBI, c'est-à-dire les services secrets.
Mais aucun service officiel ne gère. Et pour connaître la vérité, on ne peut pas s'appuyer sur une déclaration d'un officiel. S'il le fait, c'est qu'il est en train de mentir. Parce que c'est secret défense. Personne ne sait où se gère cet argent, s'il y en a, ni rien. Si vous regardez, vous lisez tous les livres sur les prises d'otages, etc., les implications, vous verrez que voir le circuit de l'argent, c'est pas si facile. Alors, sous le Onoyolo, est-ce qu'on ne devrait quand même pas s'interroger sur la personne qui, en tout cas, chapeaute souvent ces différentes négociations, qui est le secrétaire général à la présidence de la République, au lieu peut-être des services de justice ou alors peut-être des sécurités? C'est lui peut-être le maillon visible du système. Mais je pense qu'il agit et fait au nom du président de la République. Monsieur le président de la République doit prendre ses responsabilités. Il n'y a pas ce n'est pas monsieur le secrétaire général le seul acteur. Malheureusement, il se trouve que c'est lui qu'on voit au devant de la scène. La question de fond, c'est celle de savoir si tous les acteurs qui interviennent dans la protection des frontières camerounaises, dans la sécurisation de la nation qu'on appelle Cameroun, si chacun à son niveau fait son rôle. Maintenant, le problème aussi de fond, c'est de savoir comment est-ce qu'est implémentée cette coordination de la sécurité au niveau des frontières. Ce sont toutes ces questions-là qui appellent à prendre au président de la République et ses collaborateurs de prendre ses responsabilités. C'est vrai, le secret défense, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on peut atténuer X ou Y, mais je pense que le mal est profond. La gangrène est là, il faut l'extirper. Ou alors, le Nigeria qui risque de penser que le Cameroun est la mamelle nourricière du Boko Haram va être encore plus rebelle, plus indiscipliné. Et je disais encore, comme je disais tout à l'heure, ça va donner autre chose. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'il y ait un risque qu'on en arrive à banaliser cette prise d'otage? Parce que c'est la frontière qu'il ne faut pas franchir. Sinon, elle va nous mener dans une situation, c'est-à-dire ingérable. Ce que je voulais dire d'abord, tout ce qui est secret doit rester secret. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Si vous commencez à mettre les négociations dans la rue, ça n'existe nulle part. Donc, et pourquoi le secrétaire général, si vous regardez l'organigramme et les compétences, c'est lui qui gère les services secrets. Donc les services secrets au niveau de la présidence sont gérés par le secrétariat général et c'est tout à fait normal qu'il le fasse. Et je pense qu'il l'a très bien fait. Bon, maintenant, ce que je souscris entièrement aux déclarations qui ont été faites par Charles Tunga. Vraiment, et même Suzanne a dit de bonnes choses. Sous les temps en temps, il dit des choses, mais il voudrait quand même, dans cette affaire-là, savoir qu'on ne peut pas tout mettre dans la rue. C'est ça le problème, parce que vous mettez en difficulté le gouvernement et de la République. Qui a payé? Est-ce que vous êtes sûr que c'est le Cameroun? Est-ce que peut-être le Cameroun a transporté des fonds qu'il lui a donnés? Quel intérêt pour le Cameroun à donner l'argent pour un Français? Quand je vois ce qui s'est passé par exemple à Arriva, et les gens en ont parlé, oui, au Niger, mais savez-vous que les compagnies souscrivent une assurance qui est payée par des grandes compagnies qui font la réassurance. Et à ce moment-là, quand ils payent, l'État français va dire nous n'avons pas payé. Et Arriva va dire moi je n'ai pas payé. Le Niger va dire moi je n'ai pas payé. Mais personne ne va vous dire que c'est l'assureur qui a payé. Sauf que ce sont des gens qui faisaient partie de cette commission qui ont également mis à la disposition de la presse 6 milliards. Non, les gens, quelqu'un ici vient de dire qu'il semblerait que les partages n'aient pas été bien faits. Au-delà, quand les journalistes le disent et qu'une affaire comme ça sorte, je peux vous assurer qu'il faudrait regarder avec beaucoup de précautions, mais il y a peut-être pas de fumée sans feu. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça veut dire que, maître, vous me rejoignez. Je comprends un peu votre posture, les militants du RDPC. Je vous le concède, mais je voudrais quand même qu'il retienne. Dès lors qu'il intègre le fait, que, s'il vous plaît, je vais chuter par là. C'est maître Tchungankala. D'accord, mais oui, je voudrais chuter par dire à maître Pepsi. Non, mais il m'accable. Il m'accable en pensant que je parle de payer. Il ne doit pas m'accabler. Oui. Voilà. En fait, je voudrais dire que pour le principe, la presse d'investigation est dans son rôle, dans la recherche de l'information. Dans ce genre de cas, c'est le comportement des autorités qui doit mettre en place une sorte de pacte commun, communiquer avec les DP
et dire voilà les limites de la communication dans ce cadre-là. On l'a vu dans d'autres pays, n'est-ce pas, les directeurs aux États-Unis. On convoque les grands médias pour leur dire ça c'est une question de sécurité nationale, n'y touchez pas. Voilà. Mais ici on ne le fait pas, ça crée des dysfonctionnements de telle sorte que certains journaux se croient obligés pour des raisons de scoop de faire sortir des informations sensibles dont les conséquences sur la vie des otages ou des futurs otages peuvent être extrêmement... oui, je voudrais dire qu'il y a aussi une question de responsabilité du journaliste. Il ne faut pas toujours que le journaliste s'estime libre de tout et que ce sont les autres qui doivent lui donner les limites. Lui aussi, son métier, sa compétence veut qu'il soit capable d'évaluer la pertinence de la production ou non d'une information. Alors, merci, chers panélistes, d'avoir participé à cet échange. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci également de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous dimanche à la même heure.